Rebonjour tout le monde. Donc, nous voilà pour notre troisième atelier, le dernier atelier sur l'allocation d'actifs, toujours avec Charles Monod, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui depuis Londres. Charles est le gérant et le fondateur d'une société qui s'appelle Monocle, et son fonds est le fonds qui est à la meilleure note dans Cantalis, en fonds flexible prudent. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Paul. Donc, ce troisième atelier, après avoir parlé à bâton assez rompu, je dois dire, mais toujours de manière très très intéressante, des problématiques d'allocation et de sélection de produits, d'abord dans une optique stratégique, puis dans une optique tactique. Ce troisième atelier a pour objet de voir un peu comment la diversification peut permettre de diminuer le risque globalement, et en tout cas, au-delà de ça, de voir un peu quelles sont les méthodes pour diminuer le risque, un peu quelles sont vos préconisations ou comment vous travaillez sur ces sujets-là. Ok, alors diminuer les risques, ben, je pense qu'il faut donc essayer, donc c'est de la palissade, mais de diversifier ses paris. Donc nous d'abord, un point qui est important, je parle de paris parce qu'on essaie de raisonner en unité de risque, c'est-à-dire qu'on raisonne en qu'est-ce qu'on risque par investissement plutôt qu'en montant alloué. Parce que si je prends par exemple en ce moment dans le portefeuille, on a une biotech donc, qui est une société qui devrait développer un produit bien, mais si elle ne le développe pas, elle peut valoir peut-être zéro. Donc, on a un risque de perte de 100%. Si sur ça, on met 1% du portefeuille, notre risque de perte, c'est 1% du fonds. Et de l'autre côté, on a une grosse ligne d'Orange qui doit faire 8% du portefeuille aujourd'hui. Vu les cours, vu la valorisation d'Orange, on pense que là-dessus, on peut peut-être perdre 10-15%. Donc finalement, cette position Orange, en risque global du portefeuille, elle est aussi risquée que cette ligne de biotech. Mais si on raisonne en montant alloué, on va se dire que Orange est beaucoup plus dangereux, ça représente beaucoup plus de risques que cette boîte de biotech. Donc, je pense que c'est important. Ça nous a pris un peu de temps pour revenir à cette logique-là qui vient des théories de jeu, mais qui nous paraît très utile. Il faut dire quel est le montant que je peux perdre sur chaque pari que je prends, que ce soit de l'obligataire, même si je regarde des classes d'actifs qui ne sont pas les nôtres dans les questions en dessous, l'immobilier, etc. Combien est-ce que je peux perdre sur chaque pari que je ferai, combien est-ce que je peux perdre? Et je pense que sur ça, mathématiquement, c'est mieux d'avoir une perte, un risque, quelque part, en termes d'unité de perte qui soit le même sur chaque pari. Comme ça, s'il y en a un où j'ai tort et un où j'ai raison, les deux vont se compenser et j'aurai une bonne diversification. On parlait tout à l'heure effectivement de la théorie des jeux, qui est quand même voilà, base de pas mal de choses, bien au-delà des jeux d'ailleurs. Mais et vous me disiez qu'en fait, il y a certaines théories du jeu sur des tirages biaisés. Vous pouvez m'expliquer ça un petit peu plus en détail? Oui, alors c'est la formule de Kelly. Donc ça a été amené par donc Kelly, c'est un mathématicien américain. Et donc très rapidement, si vous jouez à pile ou face et que vous avez une pièce qui est tiltée qui vous donne 60% du temps pile, quel montant, et vous pouvez jouer 100 fois de suite, quel montant allez-vous allouer? Et je vous donne 100 $. Quel montant allez-vous allouer sur chaque pari pour avoir le gain maximum à la fin? On comprend tout de suite que si je mets mes 100 $ à chaque fois, ben, je vais gagner un certain nombre de fois, plus souvent parce que la pièce va tomber plus souvent sur pile, mais il y a un moment où je vais avoir face et je vais tout perdre. Normalement, la probabilité que je fasse les 100 fois de suite en n'ayant que pile est très 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 faible. Donc si je mets tout, je vais tout perdre. Dans l'autre sens, si je mets que 1 $, d'accord, c'est un montant trop petit et j'aurai un gain à la fin. Là, je vais gagner, mais j'aurai un gain qui sera relativement faible. Donc ce montant se calcule et donc on trouve, bon, je ne vais pas rentrer dans la formule là, mais l'idée qui est intéressante, justement en termes d'allocataire, c'est de raisonner justement en unité de risque. C'est-à-dire que combien je perds si j'ai tort. Or, les allocataires, généralement, ils raisonnent en termes de montant. J'ai un fonds, je vais mettre tant en obligations, tant en actions. Ça, c'est une petite small cap, donc je vais mettre un petit bout. Ça, c'est une grande large cap, je vais mettre un gros bout. Mais bon, vous avez des actions qui sont des large cap, des très large cap et qui peuvent être très dangereuses. Société comme Tesla, je viens de voir les nouvelles là. Donc, ça approche des 500 milliards de dollars de capitalisation parce qu'elle va rentrer dans le S&P aujourd'hui. Les gens viennent l'acheter.
bon, vu il est possible que ce soit très bien et il est possible que ce soit très mal. Voilà, ça peut être beaucoup plus risqué qu'une société comme TF1, par exemple, qu'on connaît bien et qu'on a en portefeuille, qui est 500 fois plus petite, vu que ça doit valoir 1 milliard et quelques, voilà, mais dont l'activité est nettement plus connue, contrôlée. On a une vision plus stable sur les cash flows. Donc, je pense qu'il faut bien raisonner en combien je peux perdre sur chaque pari. Et je vois également dans les questions, si on diversifie sur différents produits, la diversification en tant que telle a du sens si d'abord on se pose la question du risque sur chaque pari. L'immobilier, c'est bien, mais si j'achète un actif immobilier, je connais pas du tout l'immobilier, hein, mais si j'en achète un à un prix qui est hors de prix, voilà, ça peut être très risqué. Oui, bien Et sûr. donc, il faut que je me dise, donc, si je diversifie pour diversifier, à mon avis, c'est plutôt rajouter du risque, en fait. Je pense qu'il faut essayer de prendre plein de paris avec le même poids de risque sur chacun, puis essayer de diversifier pour que si les mauvaises idées soient compensées par de bonnes idées. D'accord. Donc, en gros, quand même, l'idée de votre approche, l'idée, c'est de voir pour chacune des valeurs, mais on pourrait le généraliser pour chacun des secteurs, si on voulait aller sur plus de l'allocation sur des domaines d'activité, voir vraiment le risque intrinsèque. C'est presque une approche de risk parity, si on veut. C'est-à-dire de voir pour chacune des classes actives, chacun des actifs, son niveau de risque ramené à son poids et dire globalement dans le portefeuille, chacun des éléments doit être à peu près équivalent à celui d'à côté. Alors, c'est un peu la logique de risk parity, mais bon, risk parity, un mot qui me fait un petit peu peur parce que risk parity s'applique plutôt, enfin, c'est un modèle que je ne connais pas très bien d'ailleurs, parce que ce n'est pas mon rayon, mais ce que j'en ai lu, ça s'applique à des grandes classes d'actifs. Donc, on regarde, on met tout ensemble, on regarde comment tout est corrélé, et donc en mettant tout de chaque côté, on finit par arriver à quelque chose qui est neutre. C'est bien, mais sauf que c'est neutre en théorie. Voilà, le Oui, bien problème, sûr. je ne sais plus comment il s'appelait, là, le coach de baseball, là, c'est la théorie et la pratique. Là, je ne me rappelle plus du jeu de mots, mais c'est ça, la théorie, c'est bien sur le papier. Quand on est vraiment dans la pratique, voilà, je ne sais pas comment se sont comportés les fonds, l'ensemble des fonds de risk parity là, au mois de mars, avril. Le problème qu'on sait, en tout cas simplement, c'est que les corrélations sur lesquelles sont bâtis ces modèles changent et qu'on n'a aucune manière de savoir exactement comment est-ce qu'elles vont être stable dans le temps ou si c'est de la relation de l'une à l'autre va fonctionner de la même manière. Donc, de toute manière, effectivement, on s'est bien rendu compte, en particulier en 2007-2008, que des classes actifs qui étaient supposément à devoir réagir de manière différente, in fine, ont réagi exactement de la même manière. C'est-à-dire que les obligations qui étaient censées être des amortisseurs des actions, le jour où les actions se sont écroulées, la confiance dans les sociétés a disparu et donc les cours des obligations émises par ces sociétés se sont effondrés eux aussi et les corrélations, du coup, se sont énormément rapprochées de 1 parce que finalement, les deux actifs, en période de crise et en période de crise violente, finissaient par converger. Voilà, mais ce qui me paraît important, Jean-Paul, c'est que les prix convergent, les actifs convergent, parce que si on regarde la réalité de ce que c'est une obligation et une action, on va se dire, OK, l'obligation, c'est la dette d'une entreprise. Bon, ben, si une entreprise a un business qui va très mal, d'accord, et qu'elle a beaucoup de dettes, il y a un moment, l'action va passer à la trappe et vaudra zéro, et l'obligation ira très mal. Si on le regarde de ce point de vue-là, on se dit, ah oui, il y a un risque et ça paraît assez évident. Si on regarde des grandes feuilles Excel avec plein de calculs dans tous les sens et tout a l'air bien, on n'apporte pas du tout le problème de la même manière. Donc, tout a l'air bien jusqu'au moment où on se retrouve en se disant comment est-ce que, in fine, je suis actionnaire à la fin ou détenteur de l'obligation de tel ou tel papier. Ça revient au subprime, en fait. Je pense que tous les gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans les fonds de subprime, si on leur avait dit, tu vas prêter de l'argent à cette personne pour acheter cette maison qui n'a aucun moyen de revenu pour rembourser l'emprunt de cette maison, il leur aurait dit non. Mais si à un moment, au lieu de vous dire ça, on vous dit je t'amène un produit qui est noté AAA, qui n'a rien, qui est ci, qui est ça, et qu'on ne voit pas la réalité économique du produit derrière, ça paraît très sexy à tout le monde.
Alors, je pense que dans le point d'aujourd'hui, dans les marchés d'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un œil sur la réalité économique de ce qu'on fait. On se rend mieux compte de ce qu'on a. Donc, si on veut acheter des obligations qui ont du rendement aujourd'hui, on va aller acheter des obligations des compagnies aériennes. Il y a beaucoup de rendement. Enfin, il y a un peu de rendement, nettement moins qu'au mois d'avril-mars. Voilà. Mais on va se dire, ah oui, mais c'est quoi une compagnie aérienne post-Covid? C'est compliqué quand même de savoir exactement comment ça va fonctionner. Donc, on aura une vision un peu plus juste du rendement. Et un deuxième point sur lequel je voulais revenir, vous parliez juste avant de la crise de 2007-2008 et des obligations qui n'avaient pas joué un rôle d'amortisseur. Bon, les obligations souveraines en ont joué un. Il faut bien justement noter aujourd'hui qu'entre-temps, les taux ont énormément descendu et donc les obligations souveraines, l'obligation d'État qui était l'actif sans risque par excellence, n'ont maintenant plus de jus, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent de toute façon pas descendre plus bas qu'elles le sont. En Europe, les taux sont déjà négatifs. Et donc, sur celle-là, un actif sans risque peut devenir un actif à risque, en fait. Donc, je pense que c'est une des différences dans le monde d'aujourd'hui par rapport à si on avait une crise financière dure comme 2008, on n'a plus d'airbag. L'airbag est vide. Hein. Voilà. Donc, il faut faire attention, pas avoir le nez trop proche du volant. Très bien. Autre point sur toujours ces notions de risque. D'après vous, parce que nous, on a fait pas mal de sondages, on a regardé pas mal de choses, on a discuté avec pas mal de CGP, de clients finaux, etc. Est-ce que vous diriez que la sensibilité des gens est basée sur le risque entendu comme volatilité ou comme soubresaut de marché, ou plutôt sur la perte? Et quand on raisonne, est-ce qu'il vaut mieux qu'on raisonne on va dire un gros mot en VAR, donc en risque de perte, on va dire, ou qu'on raisonne en termes de volatilité, de marché plus erratique? Quelle est votre vision de ce point de vue? Alors, ma vision, c'est simple. Tiens, ce matin, on a passé un peu de temps sur notre note Cantalis, en l'occurrence. Donc, on a été très content de notre fiche, sauf qu'on est très mal classé en termes de volatilité, alors qu'on est bien classé en termes de perte maximum. Et en travaillant sur ce qui faisait que notre volatilité était élevée, on a plusieurs semaines cette année, on a eu des performances extrêmement fortes à la hausse, et ces performances font bouger notre volatilité. Par exemple, on avait une ligne importante de la société anglaise G4S, qu'on avait constituée en avril quand l'action est descendue extrêmement bas. L'action est remontée très fortement, puis a eu une offre d'EPA. Il y a eu une offre d'EPA sur le titre. Donc là, on a eu raison. On a acheté quelque chose qui n'était pas cher, qui n'était donc pas très risqué fondamentalement en tant qu'investisseur. Et donc, le marché est venu reconnaître que cette valeur était donc un mauvais prix, l'a mis au bon prix et ça bouge. Ça se traduit pour nous par, si vous regardez la volatilité, attention, c'est dangereux, font des choses dangereuses. Donc, pour moi, la volatilité est un mauvais indicateur du risque. Alors, ça peut en être un en comparant des choses, mais je pense que comme dans le reste de mon discours, c'est mieux de regarder le détail. Donc, je pense que la volatilité n'est pas un bon indicateur et je pense que la notion de risque de perte est quelque chose qui me paraît plus fiable. Maintenant, le problème de la VAR, c'est qu'on met beaucoup de variables dedans qui sont mises par le gérant, qui ne sont pas des choses factuelles, qui sont des données, des hypothèses que lui prend. Et en fonction des hypothèses qu'on prend, la donnée peut être très différente. Sans rentrer dans les détails, la VAR, c'est quand même, ça suppose des lois normales de marché, c'est-à-dire que les évolutions sont sur des courbes en cloche comme ça. Et on sait tous depuis toujours que les marchés ne sont pas distribués en courbe en cloche. Donc, toujours faire extrêmement attention à ça parce qu'on vous explique que, c'est comme la taille des gens, quoi. Je ne connais pas parfaitement, mais en gros, la moyenne doit être aujourd'hui, je ne sais pas combien, 1 mètre quelque chose chez les hommes, 80, 75, je ne sais pas. Et puis, les plus bas feront, il y a des nains qui feront 1 mètre et des géants qui feront 2 mètres. Si vous regardez ça sur les marchés, je veux dire, vous avez des mouvements qui sont totalement, il y a des gens qui font 20 mètres, l'équivalent en termes de mouvement de marché. Le problème des VAR, c'est qu'ils pensent que les mouvements de marché sont distribués comme la taille des hommes. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est un phénomène qui peut être relativement dangereux. Alors, si on sait bien s'en servir, c'est très utile. Si on ne sait pas s'en servir, il faut faire attention avec cet instrument. Oui, c'est pour ça que nous, on regarde très souvent un indicateur qui s'appelle le downside risk et qui est donc l'indicateur de la volatilité, mais uniquement baissière. Et qu'on aime bien cet indicateur parce qu'effectivement,
la volatilité, elle est haussière et baissière, et la volatilité haussière, c'est ce que tout le monde recherche en réalité. Donc, Exactement. ce qui intéresse les gens, c'est effectivement de voir que leurs actifs ne chutent pas, et on regarde aussi beaucoup le max drawdown et le temps de recouvrement, qui sont tous des indicateurs qu'on trouve dans les fiches Quantagis par défaut. En tout cas, le temps nous est compté, donc nous allons devoir arrêter là pour ce soir. Merci, c'était passionnant. Encore une fois, j'espère que les gens qui nous ont suivis ont apprécié ce moment. On n'a pas parlé de tous les sujets qu'on aurait pu aborder, mais en 3 sessions d'un quart d'heure, 20 minutes, on a pu aborder beaucoup de sujets. Charles, merci pour tout et merci aux spectateurs. Et je vous donne rendez-vous plus tard pour la remise des prix et des awards tout à l'heure dans cette journée Quantagis Inside. Jean-Paul, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.